Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre balado Radio Francophonie sans frontières. Progressivement, vous allez apprendre à mieux nous connaître. Mais je peux déjà vous faire part d'un petit secret de fabrication. Nos émissions sont enregistrées en avance et nous ne cherchons pas à coller à tout prix à l'actualité. Toutefois, celle-ci nous rattrape immanquablement et je pense aux tragédies vécues en France, au Québec, aux violences post-électorales en Guinée et bien sûr au scrutin sous tension en Côte d'Ivoire. La francophonie, c'est une grande famille et nous pensons solidairement à vous tous concernés de près ou de loin par ces tragédies. La culture et ses mots peut apaiser les mots MAUX et c'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Nos invités aujourd'hui sont Scott Tilton et Rudy Bazenet depuis la Nouvelle-Orléans en Louisiane, ainsi que Cécile Lazartique-Chartier de Montréal, que ma collègue Sophia Amel-Dufour interrogera depuis Québec. Scott Tilton et Rudy Bazenet, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez l'Institut culturel Nous et vous faites partie de ceux dont l'engagement a permis l'intégration de la Louisiane à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, félicitations à vous. Et quand on parle de Nous, il s'agit donc de votre institut culturel situé à la Nouvelle-Orléans et que vous dirigez. Alors, quelle en est la mission? Alors, il s'agit d'un institut culturel qui vise à promouvoir la francophonie en Louisiane et également à développer donc, des échanges aussi bien culturels qu'économiques ou institutionnels concrets entre l'ensemble des États-Unis et le monde francophone. Donc, pour expliciter un petit peu tout ça, on se donne 3 objectifs principaux, donc qu'on a résumés en 3 verbes: promouvoir, connecter et construire. Donc, promouvoir, pour nous, il est important de promouvoir la francophonie aussi bien en Louisiane qu'aux États-Unis, mais également de promouvoir la francophonie louisianaise dans le reste du monde francophone. Donc, pour ça, on publie différents contenus, aussi bien sur la Louisiane que sur le monde francophone. Et voilà, peut-être notre originalité, c'est qu'on publie l'ensemble de nos contenus aussi bien en français qu'en anglais. Pour nous, c'est important d'utiliser aussi l'anglais en Louisiane, où l'anglais est majoritairement parlé pour atteindre un public non francophone, mais qui s'intéresse encore beaucoup en fait, à ces sujets. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment essayer d'atteindre également un nouveau public qui est important. Donc notre deuxième objectif, connecter. Donc là, c'est vraiment développer des programmes et des partenariats avec des institutions dans l'ensemble du monde francophone, donc, pour vraiment stimuler les échanges, donc faire en sorte que des Louisianais puissent se rendre dans les autres pays francophones et également que d'autres francophones puissent se rendre en Louisiane pour échanger des idées, des projets, bâtir quelque chose de concret et vraiment créer des ponts en fait, entre la Louisiane et l'ensemble du monde francophone. Et notre troisième et dernier objectif, construire. Donc voilà, notre objectif à terme serait de construire un institut culturel physique. Pour l'instant, on opère de manière numérique à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, vraiment quelque chose qu'on voit comme une ambassade de la francophonie, quelque chose qui pourrait accueillir en fait l'ensemble des francophones présents en Louisiane, pour qu'ils puissent avoir un lieu où parler aussi bien le français que le créole entre eux. Et également un lieu où accueillir des conférences et différents événements en lien avec la francophonie. Et pour nos auditeurs, je précise que c'était Scott qui parlait. Rudy. C'était Rudy. Bon, voilà, on fait bien de le préciser. Alors Rudy ou bien Scott, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la réalité de la francophonie en Louisiane, de combien de personnes parle-t-on et pourquoi on trouve encore des locuteurs francophones dans cet Oui, État américain? oui, effectivement, il y a entre 150 et 250 000 personnes qui sont francophones ou créolophones. Il n'y a pas de recensement, il faudra le faire un jour, mais c'est une estimation de la population aujourd'hui. Et la francophonie existe pour des raisons historiques en Louisiane. La Louisiane, en tant qu'État, c'est une colonie française fondée par les Français. Mais aussi, la francophonie est très forte tout au long du 19e siècle et s'est développée avec des populations majoritairement francophones et créolophones à l'époque. Mais il y avait une interdiction dans l'éducation du français à partir de 1921. Et cette interdiction est levée dans la Constitution de 1974, donc assez tard quand même. Et à cette époque, il y avait encore 1 million de francophones en Louisiane. Donc, c'est pour ça on se dit souvent que la Louisiane est un État francophone qui est devenu anglophone.
Et aujourd'hui, on observe une forte résurgence de français, et notamment avec l'adhésion de la Louisiane à l'OIF, à la francophonie, ce qui a été un peu lancé et piloté par Rudy et moi, en partenariat avec plein d'acteurs en Louisiane. Et c'est un bon exemple. Il y a également 40 écoles d'immersion, donc ça se développe pas mal en Louisiane. Vous mettez beaucoup l'accent sur un caractère distinctif de la Louisiane au sein de la francophonie, qui est l'énergie. Et justement, parlez-nous de quel type d'action vous menez et auprès de quelle population? Oui, bien sûr. Alors, on est Donc, Rudy. ouvert le plus possible, en fait. Donc, on souhaite accueillir, voilà, comme je l'expliquais avant, aussi bien des francophones que des non-francophones. Pour nous, ce qui est important en termes d'action, donc la première, c'est vraiment de communiquer auprès d'un large public. Donc voilà, là, on déploie vraiment cette action, notamment sur les réseaux sociaux et notre site internet, donc qui nous permet de toucher aussi bien un public en Louisiane qu'aux États-Unis, que dans le reste du monde francophone. On remarque que vraiment, on a des personnes qui nous suivent dans le monde entier et qui s'intéressent également à cette francophonie louisianaise. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et voilà, en termes d'action, on cherche également à stimuler donc, aussi bien les échanges que l'émergence d'idées, notamment d'idées nouvelles en fait, pour promouvoir le français, aussi bien en Louisiane que dans d'autres pays, notamment voilà, le français en situation minoritaire en Louisiane. Donc pour nous, c'est très important que les Louisianais puissent travailler en groupe et puissent vraiment échanger leurs idées pour voilà, développer des actions innovantes. Et s'il y a un événement que vous avez mené, une activité, et dont vous êtes plus particulièrement fier, quelle serait-elle? On vient de organiser, Scott? oui, on vient d'organiser une conférence avec l'Université de Cambridge sur la réutilisation de créole louisianais. Le créole louisianais, c'est une langue qui s'est développée dans le 18e siècle et a été répandue dans le territoire de la Louisiane pendant des siècles, mais dernièrement, il y a un sorte de déclin dans les nombres d'interlocuteurs. Donc, c'était vraiment bien parce qu'il y a un activisme, une sorte des différents acteurs qui se sont rassemblés, et on avait 100 personnes qui étaient là lors de la conférence, et je pense qu'il y avait une discussion très forte. Donc, c'était vraiment bien d'organiser ce genre d'événement. Vous en parliez tantôt de ce projet de véritable institut culturel à la Nouvelle-Orléans. De quelle manière les auditeurs qui nous écoutent pourraient vous appuyer dans ce beau projet? Alors, je dirais de deux manières. Donc, déjà, on travaille, on est une organisation à but non lucratif, une association, donc on souhaite vraiment engager le grand public, on va dire. Donc, on travaille avec des contributeurs qui ont des profils très, très divers, aussi bien des artistes que des chercheurs, que voilà, des militants associatifs. Donc, voilà, si des personnes nous écoutent et souhaitent s'engager à nos côtés pour promouvoir cette francophonie louisianaise, on serait ravis d'échanger avec eux. Et également, voilà, s'ils ont un projet en lien avec ça, on serait ravis de les accompagner également. Et voilà, le deuxième volet, comme je disais, on est une association à but non lucratif. Donc voilà, on se finance via des collectes de levée de fonds. Donc voilà, si des personnes nous entendent et ont envie de soutenir financièrement notre organisation, ce serait vraiment avec plaisir. Voilà, toute contribution est la bienvenue, même minime. D'accord. Et pour terminer, Scott Tilton et Rudy Bazenet, s'il y avait un talent de la relève littéraire ainsi que musicale représentatif de la Louisiane et que vous voudriez nous conseiller, qui serait-il? Moi, j'aime bien, il y a plein de groupes aujourd'hui. Par exemple, il y a le Sweet Crew, les Leila Michaela, d'autres artistes, et Zachary Shah, qui est assez connu, célèbre en Portugal. Donc, il chante en français, il chante en créole. Donc, c'est un bon exemple de l'usage de ces langues dans la musique et la culture aujourd'hui. Et pour vous, Scott? Pour vous, Rudy, pardon? Je pense qu'en termes de littérature, on a beaucoup d'auteurs louisianais et d'artistes qui sont nombreux à composer, notamment de la poésie en français. Donc, on pense notamment à Barry Ansett ou encore à Jonathan Myers, avec qui on travaille notamment et qui est l'un de nos contributeurs. D'accord. Alors, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Nous allons le partager également sur notre site internet. Donc, Scott Tilton et Rudy Bazenet, vous étiez en direct donc de la Nouvelle-Orléans et vous représentez l'Institut culturel Nous. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre engagement pour la langue française. Et bonne continuation. Merci Merci à beaucoup. vous. Je précise par ailleurs que l'Institut culturel Nous est partenaire de Francophonie sans frontières, un partenariat donc qui s'est concrétisé suite à notre école d'été à l'été 2020. Merci à vous. On est très heureux de vous compter parmi nos partenaires. Au plaisir de poursuivre ces échanges très fructueux.
Ma collègue Sophie Amel Dufour a préparé une entrevue avec Cécile Lazartigue-Chartier, consultante en interculturel au Québec. Et donc, place à cette chronique interculturelle. Sophie, c'est à toi. Nous avons le très grand plaisir de recevoir à l'émission Cécile Lazartigue-Chartier, consultante interculturelle. Bonjour Cécile. Bonjour Sophie, bonjour à tous, chers auditeurs de Francophonie sans frontières. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour la première chronique. Cécile, comme vous le savez, lorsqu'on parle de francophonie, la dimension interculturelle n'est jamais très loin. Éclairez-nous, qu'est-ce que c'est la communication interculturelle? Oh, merci pour cette question qui ouvre non pas la boîte de Pandore, mais un sujet extrêmement vaste. Avant d'aller plus avant, je voulais faire un petit portrait de ce qu'est la communication interculturelle pour mettre la table pour nos prochains échanges sur le sujet. Excellente idée. Pour résumer, nous pourrions dire qu'il s'agit de l'étude de la communication entre les individus dont les cultures sont différentes. C'est vraiment un très vaste sujet qui englobe des milieux de recherche nombreux et parfois même diamétralement opposés. Disons que nous pourrions aborder la chose comme la rencontre à la croisée des chemins entre la communication, la sociologie, psychologie, anthropologie, mais, parce que ce serait trop simple, cela touche aussi le management interculturel ou encore la linguistique. Vaste programme, n'est-ce pas, Cécile? Oh, c'est aussi vaste que passionnant. En fait, historiquement, on pourrait mettre des jalons comme suit. Après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, un courant a commencé à structurer les champs d'études, parfois très éloignés. Alors, vous allez surtout nous parler aujourd'hui des penseurs et des praticiens qui ont réussi à structurer ce champ d'études. Alors, qui étaient les précurseurs de la communication interculturelle? Alors, étant donné qu'on a un temps très limité, très précieux mais très limité, on va faire au plus concis. Disons que Edward T. Hall, qui est un précurseur en la matière, s'est intéressé aux règles informelles, les dimensions cachées, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces dimensions cachées qui conditionnent notre comportement de manière inconsciente. Et ça, c'est un aspect vraiment important dans la communication interculturelle. Il a exploré cette dimension sur le terrain de la communication, du temps et de l'espace. Donc, au niveau de la communication, c'est un contexte riche ou pauvre. On étudiera ça ou on fera référence à ça dans une ultérieure chronique. Au niveau du temps, on parle de polychronie ou de monochronie selon les cultures. Et pour l'espace, ça serait le confort vis-à-vis des distances dans notre vie sociale, intime ou publique. C'est vraiment pluridimensionnel. Hein? Alors oui, allez-y avec le prochain auteur. Le prochain auteur, Geert Hofstede, qui est d'origine néerlandaise, a mené entre 1967 et 1973 une vaste enquête internationale qui a été vraiment un pivot dans l'étude de ce champ-là, portant sur les valeurs culturelles véhiculées. Ça s'est passé chez IBM avec plus de 110 000 questionnaires dans 70 filiales partout dans le monde. Cela a donné naissance à une cartographie interculturelle sur 5 thématiques: la distance hiérarchique, le contrôle de l'incertitude, l'individualisme, la masculinité. Et puis, à la demande de certains pays asiatiques, ils ont rajouté l'orientation à long terme. Donc là, c'était vraiment, on pose une base sur laquelle, très fouillée, sur laquelle on va explorer après, et les différents intervenants vont vraiment partir de cette base-là. Il y a eu après Fons Trompenaars. Et Fons Trompenaars, qu'est-ce qu'il a fait de particulier, lui? En fait, il est franco-néerlandais. On peut voir que les Pays-Bas ont été précurseurs en la matière. Et son approche a le mérite de faire une synthèse des démarches précédentes. Pour lui, en fait, chaque culture se distingue des autres par les solutions ou les réponses particulières qu'elle choisit d'apporter aux problématiques. Globalement,
pour lui, il y a eu 3 catégories qui ont émergé. Oui, la communication et les relations entre les hommes. Donc là, on parle d'universalisme et de particularisme, ou encore une autre thématique, l'individualisme par rapport au communautarisme, du spécifique par rapport au diffus. Bref, là, on rentre dans des détails. Ensuite, comme deuxième thématique, la manière de gérer le temps. Ça aussi, ça nous parle. Et le rapport avec l'environnement. Cécile, c'est fascinant et on voit que nous aurons plusieurs sujets de chronique pour l'avenir. Pour qui s'intéresse à la communication interculturelle en 2020, est-ce que vous pourriez nous donner quelques références incontournables? Alors, ça, c'est vraiment une gageure parce qu'il y a foisonnement de références, parce qu'à partir je dirais, des précurseurs, il y a toutes sortes d'études, d'écoles, de tendances et aussi, selon notre ancrage géographique, culturel, mais selon notre champ d'expertise. En effet, je peux énumérer quelques noms incontournables. Pour moi qui suis occidentale francophone, avec un pied en France et un pied en Amérique du Nord, mais on pourrait parler de Laurent Goulvestre qui, lui, aborde les équipes multiculturelles. C'est vraiment très important. Il y a Erin Meyer qui est, elle, américaine et qui travaille en France pour travailler à l'international. Mais il y a également des professionnels qui ont un grand intérêt comme Benjamin Pelletier, qui a une expérience hors du commun sur la Corée du Sud, où il a vécu, et qui est un spécialiste des risques en interculturel. Et il y a quelqu'un aussi que je voudrais souligner parce qu'il habite à Toronto et il est une référence extraordinaire. Il s'agit de Shakil Choudhury, basé à Toronto, éducateur et conseiller en diversité et inclusion, qui accompagne de nombreux organismes à établir un dialogue interculturel à travers le monde. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Retournons quelques instants en Louisiane, si vous le voulez bien. Je ne vous apprends rien, je l'espère, chers auditeurs, en vous expliquant que le français n'est pas simplement une langue, mais également une façon différente de voir le monde. Et justement, un membre de Francophonie sans frontières m'a partagé un article du magazine L'Actualité où des franco-louisianais étaient interrogés sur leurs intentions de vote aux élections présidentielles américaines. Et je précise que cet épisode est enregistré alors que le vote anticipé est encore en cours. Parmi ces personnes, quelqu'un que nous admirons à Francophonie sans frontières, Joseph Dunn, l'ancien directeur du Codophile, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui explique que s'il milite pour de meilleures protections environnementales, une couverture médicale pour tous et le mariage entre personnes du même sexe, ce sont des conclusions auxquelles il est parvenu en français, car c'est dans cette langue qu'il a le plus d'ouverture sur le monde. Sa fille Amélie n'est pas en reste, puisqu'elle considère, et je cite, que le français influence mes idées politiques parce qu'en parlant cette langue, tu peux consommer des médias hors des États-Unis, comme des médias canadiens ou français, au lieu d'avoir seulement les informations et les opinions des Américains. Cela te donne un autre point de vue. Est-ce à dire que la langue française nous conduit tout naturellement à penser exactement la même chose? Évidemment, non. Mais il faut qu'elle demeure cet outil par lequel nous dialoguons, nous échangeons avec respect, avec ouverture, ce dont nous avons le plus grand besoin en ces périodes troublées. Et c'est ce qui vient conclure cet épisode de Francophonie sans frontières. Merci à vous qui nous écoutez aux 4 coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman. Merci à Scott Tilton et Rudy Bazenet de la Fondation Nous à la Nouvelle-Orléans, ainsi qu'à notre chroniqueuse du jour, Cécile Lazartique-Chartier, interrogée par ma collègue Sophie Hamel Dufour. Montage vidéo, Scott Molichaud. Réalisation, Sophie Hamel Dufour.
une production Radio Francophonie sans frontières FSF 2020. Pour nous rejoindre, notre adresse courriel radio.francosansfrontières, frontières avec un S, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine. Portez-vous bien.